Alors, je vais accueillir avec grand plaisir le prochain invité. C'est un Français. C'est très rare d'avoir des Français qui ont des responsabilités importantes dans des groupes internationaux. J'ai eu la chance dans ma vie de le faire 2 fois. On se sent un peu seul. Donc, mon grand plaisir d'accueillir Marc Rohan, qui est le Chief Operating Innovation Officer de Nokia. Marc, bienvenue. Alors Marc, je sais que tu as consacré ta vie à la recherche, à l'innovation. Je regardais ton parcours tout à l'heure, tu as vraiment un parcours très très impressionnant. Nous avons essayé finalement de décrypter un petit peu le futur en proposant 4 scénarios de l'évolution et de prospective dans notre environnement. Et je voulais savoir pour toi quel est le plus gros challenge que Nokia a en 2025. Est-ce que tu penses que cette grille t'aide dans ta réflexion pour se positionner ? Oui, déjà, je pense que la grille, elle est réaliste. C'est-à-dire que, comme le disait Marie-Noël tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut faire, comme l'automatisation, comme la sécurité, et il y a des choses qui viendront par les forces du marché, le mall ou l'ouverture. Mais nous, ce qu'on voit pour Nokia, c'est que le vrai challenge qu'on a dans les télécoms, puisqu'on est un acteur issu du télécom, c'est la vitesse à laquelle on agit. On pense que... Bon, vous connaissez tous l'histoire de Nokia. On est un survivant qui a fait des très belles choses, qui a fait des erreurs ou qui a raté des marches. Et on attribue ces échecs à la vitesse à laquelle notre marché est capable de fournir des solutions. Quand on regarde la vitesse de l'Internet, quand on regarde la vitesse des startups, quand on regarde la vitesse des over-the-top, ils arrivent à proposer des solutions qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais ça fait partie de l'innovation en quelques semaines, en quelques mois. Les télécoms ont traditionnellement amené des solutions sur plusieurs années. On parle de la normalisation de la 5G pour 2020. Et on voit très bien que si la 5G ne fait pas attention, l'IoT va paralléliser et créer une fragmentation qui sera plus rapide sur le marché. Donc, le time to market. Et pour le time to market, on est convaincu chez Nokia que la vraie raison de vitesse, d'accélération, c'est l'ouverture. Plus on essaie de structurer et plus on ferme, plus on ralentit. Alors, en se disant, je vais protéger mes marges, mes marchés, etc. Mais in fine, on perd l'accès au marché. Donc l'ouverture. Alors on a des vrais débats, à savoir jusqu'où est-ce qu'on va aller dans l'ouverture. Et on a fait des propositions, Nokia, à tout un tas de nos partenaires il y a 2 ans, où on a dit, et si on ouvrait toute notre architecture, nos chipsets, nos architectures, et si on arrivait à normaliser nos interfaces, un peu comme les constructeurs automobiles ont fait quand ils partagent des moteurs, des plateformes. Et ça reste quelque chose qui avance, vous l'avez vu avec Facebook, hein, tu as vu Type et Facebook qui créent beaucoup de buzz dans notre marché, mais pour les télécoms, c'est ah oui, mais on va normaliser, on va standardiser. Donc le time to market. Alors, j'ai une question maintenant un peu plus personnelle. Je disais en préambule, tu es un des rares Français, tu es un Français dirigeant un groupe mondial européen. J'aimerais avoir un petit peu ton retour d'expérience. Est-ce que tu te sens un peu seul dans cette communauté essentiellement dominée par des anglo-saxons? Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir été formé aux États-Unis et en France t'aide? Et comment est-ce que tu vois aujourd'hui le présent et puis l'avenir? C'est une question plus personnelle maintenant. Alors, Nokia est un peu spécial en ce sens que les équipes dirigeantes n'ont pas une nationalité dominante par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on a eu jusqu'à plus de 10 nationalités dans le comité exécutif et ça reste vraiment la fondation. Quand on regarde Nokia aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais finalement on est le regroupement de Nortel, de Siemens, de Nokia, de Motorola, de Alcatel, de Lucent, et donc on a une diversité. Et moi ce que je retiens chez Nokia, c'est cette diversité. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir la place de la diversité française que je redécouvre, puisqu'on a fait l'acquisition d'Alcatel Lucent, et avant on n'était pas beaucoup en France. Et maintenant on est très très fortement en France. Et la façon d'approcher les problèmes françaises est très différente de la façon d'approcher en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis. Et c'est ça qu'on travaille chez Nokia, c'est-à-dire cette capacité à laisser s'exprimer les pays et les différentes façons d'approcher les systèmes. Par exemple, Nokia, Finlande, c'est une ouverture d'esprit extrêmement forte. Vous te posez une question, vous avez toujours la réponse. Il n'y a jamais de seconde réflexion. Est-ce que je vais le dire? Yes, but. Yes, but. C'est direct.
hein. En Allemagne, c'est très pragmatique, c'est très hiérarchisé. En France, c'est très conceptuel, c'est très avancé, c'est un équilibre de tout un tas de forces, que ce soit des forces sociales, des forces de sécurité, de privacy, intellectuelles, etc. Et ce qu'on fait chez Nokia, c'est qu'on demande à chacun de nos centres de compétences de créer une identité unique et de s'exprimer différemment. Donc en France, depuis qu'on a racheté Alcatel-Lucent, on leur a dit voilà, on va s'exprimer en mathématiques, en systèmes complexes, en analytique, parce que c'est une composante qu'on ne trouve pas dans le reste du monde. Mais peut-être un petit peu moins sur d'autres domaines qu'on fait ailleurs dans le reste du monde. Alors ce qui est intéressant dans le Nokia d'aujourd'hui, finalement, c'est une agrégation de sociétés. Lucent a acquis 38 sociétés. J'en ai fait partie en 99. Alcatel a créé beaucoup de technologies. Il y a les Bell Labs, Nokia. Finalement, c'est un melting pot de culture où il y a un côté un peu dinosaure, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure avec Michel Combes, qui l'a fait un petit peu réagir, le côté OTT, le côté Silicon Valley. Comment est-ce que toi, à la tête de tout cet agrégat, tu arrives à garder l'agilité de la Silicon Valley, des chercheurs, avec la scalabilité de pouvoir délivrer en masse pour des opérateurs, dans la vie réelle, avec des femmes, des hommes qui déploient des technologies. Comment tu arrives à faire cohabiter ces deux mondes qui souvent s'affrontent? Alors, tout à fait, alors, ils s'affrontent. Alors, Nokia, c'est une société de savoir. C'est-à-dire qu'on a 45 000 ingénieurs, on a les Bell Labs, on a 100 000 brevets, donc c'est vraiment une société de savoir. Et donc la question, c'est comment on fait circuler le savoir. Et c'est une société qui est en équilibre entre deux écosystèmes, un écosystème de mass market extraordinaire, la 2G, 3G, 4G, 5G, c'est des puissances industrielles qui sont extraordinaires, où la baisse des prix, la baisse des coûts, l'automatisation est fantastique. Et inversement, on a, avec les Bell Labs, avec nos chercheurs, une innovation qui va dans tous les sens et qui est extrêmement avancée, qui travaille sur des technologies à 5 ans, à 10 ans, et qui résout des problèmes à 10 ans. Et donc, le vrai challenge qu'on a, c'est de faire circuler ce savoir-faire. Et donc, on fait des choses innovantes sur le sujet qui sont un peu disruptives. On a fait, par exemple, dans les années passées, un processus de transfert automatique de compétences où chaque équipe, tous les trimestres, devait laisser partir 5% de leurs effectifs de façon relativement aléatoire. Donc vous avez un budget, vous avez 1000 personnes et on vous dit, ben voilà, il y a 50 personnes qui vont partir. C'est quoi, c'est une loterie? Non, les gens expriment l'envie de bouger et donc ils bougent automatiquement. C'est un pool que vous créez. Et ces gens vont sur des projets innovants et donc transfèrent leurs compétences. Et on essaie en général d'avoir des gens qui changent de métier sans avoir la connaissance du nouveau métier pour créer de la diversité. Et donc arriver tout frais en disant, tiens, c'est bizarre, pourquoi vous faites ça comme ça? Une question naïve. Et puis avoir la réponse, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et ça crée des innovations et ça crée une différence d'appréciation. C'est-à-dire que chez Nokia, on a une pyramide des âges où on a des gens, on a 40% des gens qui ont moins de 30 ans, mais on a aussi des gens qui sont là depuis 20, 25 ans. Et ce qu'on a prouvé, c'est que finalement, l'expertise et la capacité d'innover, elle augmente avec les années. Et c'est une idée qui est contre-intuitive, c'est-à-dire qu'on pense que plus les gens avancent, plus il va être difficile de réapprendre des choses. Et en fait, on s'est aperçu que c'était l'inverse. Parce qu'ils emmènent un tel bagage avec eux que si on leur montre qu'on leur fait confiance, si ils savent que c'est indépendamment de leur succès, on va les soutenir, la capacité d'innovation et d'avancer est formidable en fonction des années. Ouais, en fait, on a beaucoup parlé d'ouverture, et même tout à l'heure, Gilles Pélisson a prononcé ces mots plusieurs fois. C'est quand même un sacré challenge, parce que c'est une société mondiale. Il y a beaucoup de cultures, comme tu le soulignais. Il y a l'innovation, il y a les GAFA qui arrivent en masse et qui veulent un petit peu manger notre lunch, comme disent les Américains. Comment est-ce que tu gères ça, toi, dans tes équipes, justement, ce melting pot de culture, de background et aussi d'agilité? J'ai eu la chance d'être dans la Silicon Valley il y a quelques années et de travailler dans des sociétés beaucoup plus corporates. Et c'est vrai que c'est un peu un choc de culture. Quels sont les éléments fédérants, finalement, qui font que les gens avancent ensemble, se battent ensemble et ont envie de construire une société, puisqu'on parle de 2025 aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas essayer d'appliquer le même modèle à tout le monde.
Donc, quand on a créé une nouvelle équipe sur la réalité virtuelle, qui marche très bien, avec une caméra 360 de très haute qualité et tout un écosystème autour de cette réalisation. Et il faut la protéger, il faut lui donner des moyens différents, il faut lui donner des moyens de succès différents, il faut que tout le monde le sache. Et donc, la première chose, c'est d'arriver à laisser la capacité aux différents types de modèles d'essayer. Ensuite, il faut accepter et promouvoir le fait qu'un certain nombre d'idées ne vont pas marcher. Et il faut promouvoir le fait que les gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi vont pouvoir commencer et recommencer des choses tout le temps. Et puis, derrière, on sait ce qui tue l'innovation, on sait ce qui tue l'ouverture. C'est les questions des ex-com. La première fois qu'il y a une idée, c'est « et combien ça va rapporter ?» En général, quand il y a une bonne idée, une innovation, on n'a aucune idée de combien ça va rapporter, puisque c'est une innovation et que le marché n'existe pas. Si on a déjà la réponse, c'est qu'en général, le marché existe. Donc, on n'est pas dans la pure innovation. Et il faut apprendre à repousser ces questions en disant « bonne question, on n'en a aucune idée ». Et je le vois, moi, avec Facebook. Donc, on a lancé avec Facebook, on est le seul constructeur à l'avoir fait, donc un certain nombre d'opérateurs et Facebook, on a lancé une initiative qui s'appelle TIP, Telecom Infrastructure Project, qui consiste à ouvrir un certain nombre d'infrastructures et mettre en open source une partie importante de briques technologiques. Et alors, la question qui est intéressante, c'est tout le monde nous demande pourquoi est-ce que vous faites ça? Et notre réponse à nous, elle est très simple, pour accélérer la capacité d'investissement et le time to market. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les différents acteurs, Facebook, SKT, Deutsche Telekom, ont une réponse totalement différente de la nôtre. Et on est partenaires. Alors la question que j'ai souvent en interne, c'est « Mais Marc, comment ça marche? Vous êtes plusieurs dans le consortium et personne n'a la même réponse. » Mais c'est ça l'innovation. SKT va aller dans une direction, Facebook dans une autre, nous dans une autre, on va continuer à travailler ensemble et on va accélérer l'écosystème. Et quelque chose en sortira. Après, on verra comment on valorise. Une fois que ça sera un succès, la question de la valorisation sera plus facile. Mais pour l'instant, c'est la vitesse et le travail en commun, l'innovation, et laisser surtout nos chercheurs travailler ensemble. Un beau challenge, en tout cas. Alors, on va parler un petit peu de business. Il y a eu des annonces ces derniers jours. Un magnifique contrat en Chine. Ce matin, une belle annonce pour un de vos concurrents avec Vibelcom. Ce sont des contrats qui dépassent le $1 milliard. Donc, ce sont des transformations massives, notamment dans le domaine des infrastructures. Comment est-ce que tu vois les revenus en 2025? Alors, il n'y a pas d'analyste, on ne fait pas d'appel au marché. Aujourd'hui, on fait simplement un petit peu de prospective. On voit que la part du logiciel, du service augmente. Comment est-ce que tu vois la typologie de tes revenus en 2025? Alors, ce qui est certain, si tant est que tu puisses le faire. Oui, alors ce qui est certain, c'est que, bon, déjà, traditionnellement, nous sommes axés sur la vente de réseaux aux opérateurs. Bon, et c'est la partie cachée de la digitalisation. C'est énorme, la capacité de calcul et de réseau qui est installée par des gens comme nous, hein, donc on est 3 acteurs majeurs est bien supérieur à tout ce qu'on voit dans les data centers. C'est ce qu'il y a derrière les téléphones, finalement, la capacité pour pouvoir faire communiquer les téléphones est bien supérieure dans le réseau à ce qu'il y a dans les téléphones. Et c'est ce qui tire l'industrie du silicone, ce qui tire l'industrie des technologies. Donc ça va rester. Quand on regarde l'évolution des réseaux à 10 ans, donc avec les Bell Labs, qu'est-ce qu'on voit? Ce que tout le monde voit, hein, multiplié par 600 la capacité de calcul et d'analytique, multiplié par 60 la capacité d'accès dans le mobile, multiplié par 10 les débits. Donc ce sont des chiffres astronomiques et quelqu'un doit s'en occuper. Donc on est occupé. Bon, donc ça c'est notre métier de base. On est devenu numéro 1 avec toutes nos acquisitions et on va rester focalisé sur ce métier. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la demande des marchés, ce qu'on appelle nous les marchés verticaux, est extraordinaire. Et Marie-Noëlle en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes une grande entreprise comme Michelin, vous savez que vous avez énormément de données et vous voulez vous créer votre espèce de réseau virtuel pour pouvoir accéder à vos données. Vous voulez vous-même aller chercher les données qui sont dans vos pneus. Et donc, la question que vous posez à Orange et aux constructeurs qui sont derrière, c'est comment vous me faites un espèce de, ce qu'on appelle un slice, un réseau virtuel que je peux configurer moi-même, gérer moi-même, que je peux voir mondialement, que je peux partager pour pouvoir gérer mes données. Et les sociétés demandent ça maintenant.
sur la santé, sur l'automobile, sur l'énergie, sur la gestion des flux, etc. Et ça ouvre à des acteurs comme Nokia des perspectives de réseau, de vente, en partenariat avec les grands opérateurs ou en direct, pour que les banques aient leur réseau, leur slice de réseau, que les opérateurs télécoms les aient, que l'énergie les ait, que le public safety, tous les organismes de ce qu'on appelle les blue lights aient accès à leur réseau. Donc ça, c'est le deuxième axe pour Nokia. Et le troisième, c'est l'analytique. Comme tout le monde, on pense que la capacité à utiliser les données est infinie, vue d'aujourd'hui. Et donc, comme tout le monde, on va investir dans la capacité analytique, à exposer des données, à les partager. On voit, aujourd'hui, on moniteur plus de 2 millions de stations mondialement qui pilotent des milliers d'abonnés. Et donc, on voit tout le trafic, on voit tout ce qui se passe. Et ce sont des données qui ne sont pas exploitées macroscopiquement. Et donc, la question, c'est comment on ouvre ces données, comment on les partage, comment on travaille avec nos clients pour accélérer l'utilisation de ces données. C'est vrai que quand on voit les chiffres aujourd'hui annoncés, tu parlais de multiplier par 600, le traffic edge 4G va être multiplié par 10, l'arrivée de l'IoT massivement dans le monde de l'entreprise, la verticalisation, c'était formidable d'avoir Marie-Noël tout à l'heure et Eric sur la même scène. On avait l'impression vraiment qu'ils faisaient de la même partie de la même communauté. Ça va être un spot extraordinaire pour vous parce qu'il faudra fournir des équipements, les traiter, les adresser, les stocker. Exactement. En fait, il y a deux grandes tendances qui sont en train d'arriver. Tout le monde sait qu'on a une oscillation de la distribution de la puissance de calcul. On a eu les mainframes avec IBM, Bull, etc. Ensuite, on est passé dans les PC, on a localisé, et là, on est repassé dans les data centers. Donc, ça oscille, et là, on repasse dans ce qu'on appelle le cloud edge. Et la raison est extrêmement simple. La raison, c'est que quand les machines interagissent, quand on va à la vitesse d'interaction des machines, on passe à ce qu'on appelle la milliseconde. Donc si vous êtes en réalité virtuelle, vous êtes en train d'opérer, vous êtes un chirurgien et vous avez des machines qui vous assistent, vous êtes capable de travailler avec ce qu'on appelle un temps de réaction de 2 millisecondes. 1 à 2 millisecondes veut dire que la puissance de calcul, elle est à moins de 50 km, la vitesse de la lumière. Donc si vous mettez ça dans un data center, vous êtes à Lyon et vous mettez ça à Paris, vous ne pouvez pas opérer. Donc ça veut dire qu'on va relocaliser, tous les métiers industriels qui vont avoir une interaction homme-machine vont relocaliser la puissance de calcul. Or, cette puissance de calcul, elle est phénoménale, puisqu'elle est autour de la vidéo, elle est autour de machines intelligentes, enfin de supervision de l'homme et d'assistance de l'homme, et cette puissance de calcul, elle est énorme. Et donc on va voir des écosystèmes qui vont se recréer en équilibre entre les grands data centers qui vont gérer les données et le computing power qui va être localisé, verticalisé pour l'industrie automobile, pour l'énergie, pour les cities, etc. Et effectivement, on est l'acteur qui est dans la granularité de la puissance de calcul. Donc pour nous, c'est extraordinaire. C'est vrai que la softwareisation, la topologie des réseaux va pouvoir permettre de balancer en temps réel les demandes, les flux. Exactement. Et pour ça, créer des réseaux ad hoc. Alors, pour terminer, cher Marc, tu es français, je suis français, nous sommes en France, et je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, et la France dans tout ça? Je sais que Alcatel est une société française, tu es français, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'IP, tu parlais de l'IP tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brevets. Comment est-ce que tu vois la France dans cette équation, et notamment les opérations? Donc, quand on a décidé de racheter Alcatel-Lucent, on a pris un certain nombre de décisions et d'engagements sur l'écosystème français. Et l'un des engagements qu'on a pris, c'est de mettre le management de notre innovation en France. Donc, moi, je me suis déplacé et mes équipes... tu étais aux États-Unis avant? J'étais en Finlande. En Finlande, oui. Et donc, maintenant, je suis en France parce qu'on a décidé qu'on allait piloter notre innovation depuis la France. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça pour deux raisons. La première, c'est que l'écosystème français en termes d'innovation est l'un des écosystèmes les plus structurés dans le monde. C'est-à-dire qu'on a la Silicon Valley, mais la Silicon Valley est un club entre des gens qui travaillent très bien ensemble, mais ce n'est pas structuré. On a des poches d'innovation comme Israël, mais c'est des poches qui ont du mal à s'exporter. En France, on a ce qu'on a découvert récemment, l'écosystème a réussi à se structurer de façon à faire circuler l'innovation, la financer,
l'agir et avoir des axes, des initiatives qui sont extrêmement claires, qui sont connues, qui est unique. Et donc on trouve en France le prototype de ce qu'on veut, nous, dans tous les autres pays, dans le futur. Donc on a décidé de tester nos modèles d'innovation en France, et ça nous donne des tas d'idées qu'on est en train d'exporter. Donc c'est assez marrant de voir que le rachat d'Alcatel-Lucent, finalement, a transféré notre mode d'analyse de l'innovation sur le modèle français. Et la deuxième raison pour laquelle on a fait ça en France, c'est que puisqu'on est une société de savoir, notre problème, c'est de gérer ce savoir. Et donc, on est aux portes de l'intelligence artificielle, on est en train de robotiser tous nos processus intellectuels. Donc, on a des milliers de robots software qui travaillent dans nos systèmes. Et on a besoin maintenant de passer à l'étape supérieure en termes de mathématiques, modélisation, recherche avancée, intelligence artificielle, structure de données. Et l'éducation française est spéciale, en ce sens qu'il y a très peu de pays qui ont ce niveau de mathématiques et de modélisation. Et donc, c'était très important pour nous d'arriver en France à ce moment-là pour pouvoir investir sur les chercheurs français. Donc tu souscris au slogan de BFM, la France a tout pour réussir. Absolument. Merci Marc pour ta contribution.